monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Donald Trump met une partie de ses tarifs douaniers sur pause, le temps de négocier. La Chine, elle, demeure dans le viseur de la Maison-Blanche. Une page balkanique ensuite avec Nicolas de Lamberterie qui évoquera le regain de tensions régionales alors que le président serbe Aleksandar Vučić était à Paris mercredi. Et enfin, politique nationale avec le bilan des 6 premiers mois de Bruno Retailleau à l'intérieur. Donald Trump revient partiellement et temporairement sur ses mesures douanières, un revirement qui tient en haleine le monde de la finance, mais aussi les économies des pays. We wrote it up from our hearts, right? It was written from the heart, and I think it was well written too. But it was written from the heart. It was written as something that I think was very positive for the world and for us. Donald Trump fait marche arrière. Le président américain a finalement décidé de différer l'essentiel de ses mesures douanières. Une décision qui a provoqué un regain de forme sur les marchés et qui a ensuite été expliquée par son secrétaire d'État au Trésor, Scott Bessent. Told everyone a week ago they're in this very spot, do not retaliate and you will be rewarded. So every country in the world who wants to come and negotiate, we are willing to hear you. We're going to go down to a 10% baseline tariff for them. And China will be raised to 125 due to their insistence on escalation. On négocie ou vous dégustez, le ton est donné. Donald Trump a ensuite continué de fanfaronner en moquant la fébrilité de ses partenaires dans un exercice de provocation et humiliation qu'il affectionne particulièrement. I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid. Nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. You know, it's one of those things they don't know how quite. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well, and they don't know quite how to go about it. Pas sûr que le message soit de nature à apaiser les tensions avec Pékin. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce, He Yong-kian, a ainsi réclamé que la Chine négocie sur un pied d'égalité avec les États-Unis. 中方的立场是明确一贯的，谈大门敞开，但对话必须在相互尊重的基础上，以平等方式进行。打中方也将奉陪到底。施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式，希望美方与中方相向而行，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，通过对话、协商，妥善解决分歧。Un duel sino-américain déjà annoncé de longue date qui pourrait donc s'exacerber sous ce mandat de Donald Trump. En attendant, l'incertitude demeure sur les marchés financiers mondiaux. Une incertitude qui s'explique par la méthode Trump qui met en musique des mesures qu'il avait annoncées, en l'occurrence les droits de douane, comme nous l'explique Éric Doutrebente, associé fondateur, président de la financière Tiepolo. Il faut voir qu'on a affaire à un président Trump qui a été élu alors que tout le monde pensait qu'il ne le serait pas. Ça serait la catastrophe boursière, on nous avait déjà fait l'opération en 2017. Et donc, Trump, il va jusqu'au bout de ses convictions. C'est vraiment à l'inverse de beaucoup de nos communautés politiques européennes dites molles. Donc, il a décidé de le faire. Personne ne pensait qu'il irait jusqu'au bout. Il continue, il annonce ses opérations. Il ne faut pas oublier que c'est un chef d'entreprise, donc il a l'habitude de négocier. Donc, on est dans ce cadre de négociation. Les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Les marchés financiers, en plus, on redécouvre les droits de douane alors qu'il y a à peu près 100 ans d'histoire de baisse des droits de douane par rapport à la mondialisation douce, tranquille et que tout le monde appelait de ses voeux. Donc il y a un changement aussi politique et économique. Donc les marchés, ils sont surpris parce qu'ils n'ont pas eu ça. Ils ont été surpris aussi pour le Covid. On savait aussi que c'était un événement qui avait quand même fortement perturbé les marchés pendant quelques semaines. Et après, ça a remonté. Donc, c'est l'incertitude d'une opération nouvelle. Et après, ce qui est important, c'est ces droits de douane. Des droits de douane pour lesquels le président américain a fait marche arrière pour l'instant, en maintenant néanmoins la pression sur la Chine qui a toujours été l'adversaire économique numéro 1 de Trump. Ces droits de douane demeurent néanmoins une épée de Damoclès au-dessus des partenaires des États-Unis. Les droits de douane, il a annoncé ça de manière graduelle.
Et puis là, il a appuyé sur le bouchon en tapant essentiellement sur la Chine, puisque les dernières nouvelles d'hier, c'était que la Chine ont passé à 125% sur les droits de douane, et qu'en contrepartie, puisque la Chine évidemment réagit de manière rapide, comme peut faire un Chinois, donc ça va très vite, c'est un peu du ping-pong, mais ça va vite, alors que l'ensemble des autres pays du monde étaient plutôt à vouloir négocier ou attendre de voir ce qui se passait, surtout avec les Chinois, parce qu'on sait très bien que la cible principale de Trump, c'est la Chine pour les droits de douane. Les autres pays, les dernières annonces a été qu'au lieu d'être à 20% ou à 34% sur la Suisse, on serait à 10% dans un premier temps. Mais attention, c'est une opération qui se fait pour les 90 jours qui viennent. Ça peut se remodifier dans le futur. Ça dépendra des accords qu'il y a et des contreparties qui sont mis en place. Donc les droits de douane, c'est un élément important, nouveau. Et donc les marchés sont énormément volatiles, puisque vous avez vu que les marchés américains, hier, ont rebondi fortement, mais ce n'est pas nouveau qu'il y ait des variations très fortes quand il y a des éléments comme ça, très, très atypiques. L'incertitude sur les marchés s'explique ici par l'impréparation face au retour des droits de douane, mais aussi de la marche à suivre, d'un point de vue des politiques économiques, mais aussi pour les acteurs économiques qui devront faire face à ces augmentations, comme l'explique Éric Doutrebente. Les conséquences à moyen terme sont incertaines et il convient donc de garder son sang-froid. C'est compliqué de le savoir aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un marchand de vin français et que vous avez prévu d'envoyer des containers aux États-Unis, la hausse des droits de douane qui a été mise en place donc hier et donc qui existe, qui va la payer? Est-ce que c'est au final une hausse du prix pour le distributeur? Et est-ce que c'est le distributeur ou est-ce que c'est... Donc, parce qu'aux États-Unis, il y a des distributeurs globaux, puis après, il y a le détaillant. Qui va la payer? Qui va la déclarer? Donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais on peut imaginer qu'il y a une hausse de 10% qui va s'appliquer sur tout ou partie de la commande. Sur le marché français, les conséquences, on a la chance d'avoir beaucoup de sociétés internationales. Donc, il y a des conséquences qui peuvent être immédiates pour des sociétés qui exportent vers les États-Unis de manière importante et qui ne produisent pas. Puis après, il y a des sociétés qui sont installées aux États-Unis, où là, il peut y avoir des conséquences positives. On est dans une période où il y a des aspects d'inflation qui sont inconnus, donc de hausse de prix, des aspects liés aux matières premières, puisqu'il peut y avoir une baisse des matières premières, et parce qu'il y a des gens qui anticipent des récessions. Donc on est vraiment dans une période de transition, et dans ce cas-là, il faut surtout rester accroché à ses investissements et sans s'amuser à gigoter dans un monde volatile. Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée le président serbe Aleksandar Vučić ce mercredi dans un contexte de regain de tension dans les Balkans. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Emmanuel Macron et Aleksandar Vučić ont créé une petite surprise hier avec un déjeuner de travail discret entre les deux présidents, français et serbes, ce mercredi, ce qui a étonné de nombreux observateurs. En effet, la Serbie est confrontée depuis plusieurs mois à une contestation importante de la part de la société civile. Nombreux sont ceux qui pensaient y voir une énième déstabilisation ou révolution de couleur, comme ce qu'on a pu voir en Géorgie, en Ukraine ou bien en Serbie lors du renversement de Milošević au début des années 2000. Mais en réalité, cette contestation, née du scandale de l'effondrement de l'auvent flambant neuf de la gare de Novi Sad fin 2024, qui a causé une quinzaine de morts, ressemble davantage à une remise en cause très idéaliste de la société, avec des ressemblances fortes avec les assemblées générales citoyennes que l'on pouvait observer en France du temps des Gilets jaunes, le tout avec le soutien de la frange nationaliste de la société serbe, qui est désormais totalement hostile au président Vučić à cause de ses concessions sur le Kosovo. En clair, dans les manifestations qu'on peut observer à Belgrade et dans le reste de la Serbie, pas de drapeau LGBT, pas de drapeau de l'Union européenne ou de l'Ukraine, et donc pas d'appui des réseaux d'ONG occidentales ou des gouvernements occidentaux, qui en dépit des apparences sont assez satisfaits des positions de Vučić, qui tente de garder un équilibre fragile de la position de la Serbie entre nécessité d'avoir de bonnes relations avec l'Union européenne et l'OTAN, qui l'entoure presque intégralement, et volonté de ne pas imposer de sanctions à la Russie. Du côté des intérêts français plus spécifiques, il y a une commande d'une douzaine d'avions Rafale par Belgrade qui
qui est en cours, dans une période où la France a de plus en plus de difficultés à exister sur le marché des ventes d'armes, en dépit du très bon niveau de ses produits. En tout état de cause, cette visite tombe à pic pour le président Aleksandar Vučić, toujours confronté à la colère populaire depuis fin 2024, et au moment où une centaine d'étudiants serbes ont entrepris un tour d'Europe en vélo pour se rendre de Belgrade à Strasbourg, où ils espèrent faire entendre leur voix contestataire contre le pouvoir de Belgrade auprès des institutions européennes. Pour Macron, il s'agit de poursuivre son travail consistant soit à embrigader certains dans sa très hypothétique croisade en Ukraine, soit de s'assurer du maintien de la neutralité de pays comme la Serbie, et en tout état de cause de donner le sentiment qu'il est le grand leader à l'échelle européenne, à défaut de parvenir, un peu comme son confrère Vučić, à obtenir l'approbation de sa propre population. Cette visite intervient également dans un contexte de regain des tensions dans les Balkans occidentaux. Il y a quelques semaines, la Croatie, l'Albanie et le Kosovo ont signé une déclaration d'alliance militaire. Cela permettrait de rapprocher encore un peu davantage le Kosovo de l'OTAN, même s'il n'en est pas membre, d'autant que certains membres de l'OTAN, tels l'Espagne ou la Roumanie, n'ont même pas reconnu son existence et de son indépendance autoproclamée de la Serbie. Le président Vučić s'est sans surprise montré critique de cet accord, dénonçant une course aux armements. Mais en parallèle, il renforce sa coopération avec certains de ses voisins, à commencer par la Hongrie et la République serbe de Bosnie. La coopération renforcée entre la Hongrie et la Serbie ne date pas d'hier. La ligne de chemin de fer à grande vitesse reliant Budapest et Belgrade, financée par des fonds chinois, devrait être mise en circulation prochainement. Par ailleurs, l'an dernier, Budapest et Belgrade ont annoncé la construction d'un oléoduc reliant les deux pays, ce qui à terme facilitera le désenclavement de la Serbie, actuellement dépendante d'oléoducs qui traversent la Croatie. Dès lors, la Hongrie et la Serbie se trouveraient dans une situation d'interconnexion forte, puisque le pétrole russe acheté par la Serbie arriverait de Hongrie et que le gaz russe acheté par la Hongrie arriverait de Serbie. Mais désormais, il est question d'étendre cette coopération et de lui donner une dimension militaire à la République serbe de Bosnie, l'entité serbe de la Bosnie-Herzégovine, actuellement en grande tension avec le pouvoir central de Sarajevo depuis qu'une décision de justice, jusqu'à présent non appliquée, a condamné à 1 année de prison le président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik. Certains médias ont même fait état ces derniers jours de simulation par les forces spéciales hongroises d'un plan d'évacuation du président Dodik si ce dernier était sur le point d'être arrêté. Cette coopération Hongrie, Serbie, République de Bosnie constituerait donc une certaine réponse à la coopération Croatie-Albanie-Kosovo. Mais derrière les tensions, qui sont réelles, mais qu'il ne faut pas pour autant exagérer, il faut aussi voir que des pays comme la Croatie ou la Hongrie tentent de se positionner pour obtenir leur petite part de marché au milieu de la politique de réarmement européen initiée par Bruxelles. Il ne faut donc pas craindre une répétition des guerres qui ont ensanglanté la Yougoslavie dans les années 90, le contexte actuel ayant considérablement évolué, à commencer par l'effondrement démographique de chaque pays de la région, avec en particulier une très importante émigration de la jeunesse, partis travailler en Allemagne ou dans d'autres pays occidentaux. Faute de population jeune mobilisable, toute nouvelle guerre dans les Balkans ressemblerait donc davantage à la guerre des EHPAD qu'à la guerre des étoiles. Mais dans un contexte internationalement tendu, avec un désengagement partiel américain de la région, Trump étant affairé à réaffirmer ses positions proches des États-Unis et sa guerre commerciale avec la Chine, on peut malgré tout constater que beaucoup d'acteurs dans les Balkans sont actuellement dans un round d'observation, le tout avec Bruxelles, qui s'efforce d'étendre son influence. Bruno Retailleau s'envoie des fleurs. Le ministre a tenu une conférence pour vanter ses 6 premiers mois. Place Beauvau, il met en avant des résultats assez minces, mais qui semblent lui convenir. Renaud de Bourleuf. Bruno Retailleau fête son demi-anniversaire à la tête de la place Beauvau. Ce jeudi, le ministre de l'Intérieur a tenu une conférence de presse intitulée « 6 mois d'action ». Donc bienvenue pour faire ce point d'étape sur 6 mois d'action qui ont été 6 mois très très denses et qui ont été, ces 6 mois d'action, des mois de combat. En septembre 2024, le chef des sénateurs LR en avait surpris plus d'un en entrant dans le gouvernement Barnier comme ministre de l'Intérieur. Maintenu par François Bayrou et maintenant en campagne pour la présidence de son parti Les Républicains, Bruno Retailleau a décidé de s'auto-féliciter. J'ai jamais voulu mentir aux Français. Jamais. J'ai toujours indiqué que notre action devait s'inscrire dans la durée et que la bataille pour restaurer l'ordre prendrait du temps. Il faut du temps, il faut beaucoup de résolution, beaucoup de volonté. Un peu paradoxal puisqu'il nous dit précisément qu'il veut faire un premier bilan. Il a tout de même quelques données chiffrées à transmettre. D'abord concernant le narcotrafic.
En janvier et février dernier, les saisies d'héroïne ont augmenté de 46% par rapport à l'année 2024 au cours de la même période. Il y a eu aussi augmentation de 202% des saisies d'héroïne. Et ce n'est pas fini. Il y a un texte qui me tient à cœur, c'est le texte sur le narcotrafic. Au moment où nous faisons cette conférence de presse, la commission mixte paritaire a débuté. 7 députés, 7 sénateurs qui devront trouver le bon point d'équilibre de ce texte. Précisément, un accord a été trouvé dans la journée. Le texte crée un parquet spécialisé avec un parquet national anticriminalité organisé qui devrait voir le jour en juillet 2026. Sur le modèle des parquets financiers et antiterroristes, ce nouveau parquet anticriminalité organisé serait saisi des crimes les plus graves et complexes, principalement en lien avec le trafic de drogue. Reste à savoir quels seront les résultats. En ce qui concerne un autre volet, celui de la protection des frontières, le bilan est nettement moins bon malgré les lauriers que se tresse Bruno Retailleau. Le ministre a présenté sa reprise du contrôle de l'immigration. Il évoque ces 2 circulaires sur l'accès à la régularisation des étrangers sans titre de séjour. Rappelons qu'une circulaire est un texte administratif destiné aux fonctionnaires sur les dispositifs à appliquer, un document non contraignant et laissant aux préfets leur pouvoir discrétionnaire. Bruno Retailleau évoque 1307 titres de séjour retirés depuis son arrivée place Beauvau. Ces titres ont été enlevés à des étrangers reconnus comme menaçant l'ordre public. Mais, comme il le reconnaît lui-même, à peine un tiers d'entre eux ont ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Rappelons qu'entre 130 000 et 140 000 OQTF sont prononcées chaque année, avec un taux de moins de 7% d'exécution. Mais il avance qu'un dialogue constructif est mené sur la scène internationale avec la prolongation de l'accord avec le Royaume-Uni sur le financement de la prévention des départs dans la Manche jusqu'à 2027, ainsi que des raccords de réadmission avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Il vante aussi une bonne coopération avec le Maroc, dont il a obtenu un plus grand nombre de laissez-passer consulaires, documents nécessaires pour appliquer les OQTF. Mais il arrive à faire l'impasse sur le voisin algérien. Or, Alger a infligé des humiliations au gouvernement français en refusant d'accorder les laissez-passer consulaires, et pire, en renvoyant sur notre territoire par avion des individus expulsés, à l'instar de l'influenceur Doualem. En mars dernier, l'Algérie avait annoncé son refus de reprendre une 60aine d'Algériens qui figurent dans une liste que la France a dressée et qu'elle veut expulser. Nouveau camouflet pour Bruno Retailleau, qui a alors montré les muscles en annonçant la riposte graduée. Pas de quoi impressionner le président algérien Tebboune, qui a rétorqué qu'il ne traitait qu'avec le président Macron ou avec son ministre des Affaires étrangères. Ces 2 derniers ont d'ailleurs désavoué implicitement Bruno Retailleau en privilégiant le dialogue dans la soumission. Le ministre de l'Intérieur avait affirmé qu'en cas d'échec de sa riposte graduée, il envisagerait de partir. Un départ qui pourrait avoir lieu dans les prochains mois, voire plus tôt, alors que la question d'une motion de censure plane toujours. Mais Bruno Retailleau a déjà eu l'occasion de fournir son premier bilan qui, quoique assez mince, contient des arguments de campagne. Peut-être pas seulement pour la présidence de son parti. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Grégory Doucet en garde à vue pour détournement de fonds publics. Le maire écologiste de Lyon a été placé en garde à vue mercredi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. L'affaire porte sur le recrutement présumé irrégulier de 24 chargés de mission entre 2016 et 2023 sous différents mandats. Selon les enquêteurs, ces recrutements dépasseraient la limite légale de 12 collaborateurs de cabinet, suggérant un contournement des règles. L'enquête ne vise pas seulement Grégory Doucet, son prédécesseur Georges Kepenekian a été entendu mardi, tandis que d'anciens cadres municipaux comme Madame Burlet et Monsieur Duperron sont également auditionnés. Ce scandale qui éclabousse écologistes et ex-proches de Gérard Collomb fragilise la mairie à 1 an des élections municipales alors que le mythique président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas émerge comme potentiel rival. Petite embellie judiciaire dans le ciel du RN. Le groupement d'intérêt économique Média Transport a été jugé fautif pour avoir refusé la campagne du livre de Jordan Bardella. La régie publicitaire a été déclarée fautive par le tribunal des activités économiques de Paris mardi. Ce refus, motivé par la neutralité politique des gares, a été jugé comme une inexécution fautive du contrat. Le tribunal a estimé que les contraintes liées à la campagne d'un homme politique étaient connues lors de la signature du contrat en octobre 2024. Jordan Bardella a salué sur X une victoire de la liberté d'expression face aux réflexes totalitaires de la gauche, accusant des pressions syndicales de la SNCF. Média Transport, de son côté, insiste sur la confirmation de la neutralité des gares, la condamnation portant uniquement sur la forme du refus. Philippe Poutou jette l'éponge électorale et ouvre une librairie. Depuis le début du mois d'avril, le candidat NPA des 3 dernières élections présidentielles commence une activité de libraire. Dans le centre-ville de Bordeaux, il a repris la librairie Les 400 coups. Le nom n'a rien à voir avec ses greffes passées dans l'usine Ford à Blanquefort, mais fait référence au film Les 400 coups de François Truffaut, une œuvre très prisée des intellos de gauche. Le local est situé à proximité de la mairie de Bordeaux, où Philippe Poutou est conseiller municipal depuis 2020.
Derrière sa reconversion se trouve l'échec du NPA, parti successeur de la Ligue communiste révolutionnaire, qui s'est fait complètement remplacer électoralement par les Insoumis. Livre toujours avec le nouveau Livre Arbitre qui est sorti. La revue littéraire vous propose un numéro sur l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft. L'équipe de Livre Arbitre donne rendez-vous à ceux qui le veulent à Paris pour présenter ce numéro le vendredi 11 avril, Café Regalia dans le 15e arrondissement. Le numéro, comme les précédents, est disponible à l'unité, mais vous pouvez également vous abonner à cette revue trimestrielle unique en son genre sur le site livrearbitre.com pour seulement 50 €. L'actualité internationale en bref. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. La reconnaissance de la Palestine encore sur la table, mais cette fois une échéance est fixée. De retour de son déplacement en Égypte, Emmanuel Macron a évoqué le mois de juin à l'occasion d'une conférence que la France co-présidera avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies à New York. Près de 150 pays reconnaissent déjà l'État palestinien, dont plusieurs récemment comme l'Irlande, la Norvège, l'Espagne et la Slovénie. La solution à deux États est toujours rejetée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Reste à savoir maintenant jusqu'où Emmanuel Macron va aller. Le centre-droit et le centre-gauche allemand s'unissent. Mercredi à Berlin, un accord de gouvernement a été présenté entre les chrétiens-démocrates du CDU et les sociaux-démocrates du SPD. Rappelons qu'aux élections fédérales du 23 février, aucune force politique n'a obtenu de majorité. Le CDU était en tête avec 28% des voix, suivi par les souverainistes de l'AfD. Le gouvernement sortant social-démocrate d'Olaf Scholz subissait une défaite cuisante avec 16% des voix. Les chrétiens-démocrates se réservent les ministères de l'économie et des affaires étrangères et le parlementaire CDU Friedrich Merz devrait devenir chancelier au mois de mai. La famille royale d'Angleterre épouse et mœurs du siècle. Le prince Harry, fils cadet du roi Charles III et résident aux États-Unis, a pour conseil la première avocate d'un barreau britannique à porter un hijab. Ce n'est pas une nouveauté dans la famille royale. L'avocate Shahid Fatima avait déjà travaillé pour la reine Elisabeth II. Cette dernière avait aussi eu pour conseil Sultana Tafader, avocate portant elle aussi le hijab, et fustigeant l'interdiction de porter ce vêtement en France en tant qu'avocat. L'intelligence artificielle au service d'une noble cause. Le Japon se sert en effet de l'IA pour sauver ses cerisiers en fleurs, emblème du Japon et de sa culture, qui sont menacés par leur grand âge, souvent de 70 à 80 ans, et des conditions environnementales difficiles. Pour préserver ce patrimoine, la société Kirin a lancé Sakura Alcamera, une application utilisant l'intelligence artificielle. Grâce à des photos prises par les utilisateurs, l'IA, entraînée sur 5000 images, évalue l'état des arbres sur une échelle de très sain à préoccupant. Depuis son lancement en mars 2025, 20 000 photos ont été collectées, offrant aux autorités des données gratuites pour agir. La situation est grave, alerte Yoruki Wada, expert en médecine des arbres, évoquant les conséquences de la chaleur et du manque d'eau. Face au coût élevé de replantation d'environ 6 000 € par arbre, cet outil pourrait éviter des pertes irréversibles de ce symbole éphémère. Ce soir, immédiat, un zoom et la chronique de l'avocat Gilbert Collard sur la chaîne YouTube format court de TVL. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À vendredi.